une carrière en marketing et digital depuis 2000. En 2003, j'ai créé ma propre agence. J'ai eu aussi l'occasion, en fait, depuis que j'ai commencé ma carrière, de travailler sur des pays francophones, donc la Tunisie, la France, le Canada, donc sur des problématiques marketing et digital assez variées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu de légitimité, si vous voulez, que je partage avec vous un peu les secrets, si j'ose dire, du marketing et de la communication. En fait, j'ai structuré la formation en trois étapes. La première, c'est je voudrais partager avec vous l'essentiel à comprendre à l'ère du digital, quels sont les points à retenir parce ils influencent en fait, sur la démarche, marketing, sur le comportement du consommateur, sur les enjeux de communication. Donc j'ai essayé de simplifier ça en quelques points pour que ça puisse donner en fait une compréhension assez générale et globale et qui explique quelque part le pourquoi du comment. Ensuite, on partira sur vraiment l'élaboration d'un plan marketing, les étapes à suivre et les points importants dans chaque étape. Et sur la dernière partie, c'est un peu comment maîtriser la communication, parce que souvent on confond entre marketing et communication. Mais là encore, sur ce volet-là, il va y avoir comment dire, des points de prise de conscience et des axes de travail qui, j'espère, vont aussi vous faciliter plus tard la prise de décision et les choix que vous allez faire pendant votre parcours, ou du moins à la fin de cette formation. Moi, je voudrais vous inviter à interagir à tout moment. En fait, il y aura des points certainement d'échange. N'hésitez pas à me couper si j'utilise par exemple un terme que vous ne comprenez pas ou si vous voulez que je m'approfondisse un peu plus sur un des points. N'hésitez absolument pas à m'arrêter pour qu'on puisse avoir un échange et que je vous puisse apporter en fait plus d'informations. OK. Et d'ailleurs, sur cette première partie, sur ce que j'ai appelé ce qu'il faut absolument savoir à l'ère du digital, je vais commencer par vous poser une question suite à ce partage-là. Alors, ce que je vous présente ici, c'est ce qui se passe en une minute sur Internet. En fait, si vous revenez sur Google, vous faites cette recherche-là, chaque année, il y a des centres d'études qui vont nous dire qu'est-ce qui se passe durant une minute sur Internet. Et si vous regardez un peu plus en détail, on va par exemple remarquer qu'il y a 2,4 millions de recherches par minute sur Google. On échange à peu près 241 millions d'emails par minute sur Internet. Ça, c'est les statistiques sur l'année 2023. Et moi, la question que je pose souvent quand je montre ce graphique, c'est demander qu'est-ce que vous trouvez impressionnant dans ce graphique. Donc j'imagine il peut y avoir des moments d'échange, c'est ça? Allô? Est-ce que vous me recevez? Sur le chat? La présence énorme sur les réseaux sociaux, effectivement. Je sais pas, moi j'entends pas s'il y a de l'interaction vocale. Les doctorants écrivent sur le chat, les Ah micros d'accord. sont coupés. OK, donc je me permets en fait d'aller sur le chat. Effectivement, j'ai vu la remarque par rapport à l'utilisation d'internet, enfin des réseaux sociaux qui est énorme. Quoi encore? Qu'est-ce que vous remarquez encore? Alors.
Alors, j'ai eu M là qui me dit la présence énorme des réseaux sociaux sur le graphique. Il faudrait peut-être que je remette le graphique. Là, je vais faire des allers-retours. Quoi d'autre? Alors, il y a le nombre énorme de recherches sur Google, les minutes, en fait, plutôt les heures vues sur YouTube en une minute. Désolée, Madame Francine, en fait, je vous ai perdu, donc par rapport aux questions, je vais gérer tout de suite. D'accord, c'est gentil. Vous voulez que je répète la question? Non, non, pas de souci, mais juste il faut D'accord. mettre le partage d'écran, comme ça on va à la presse, et puis s'il y a des Voilà. questions, je vais les gérer, ne vous inquiétez pas. D'accord, super, super. Alors, si vous remarquez aussi, il y a sur ChatGPT 22 000 visites par minute. Alors, comme j'ai souvent l'occasion justement d'interpeller des personnes autour de ce graphique-là, souvent on nous dit c'est la place de la technologie qui est occupée dans nos vies aujourd'hui. C'est ce que les gens trouvent impressionnant, qu'en fait on s'accroche de plus en plus à ce type d'application, à ce type d'usage. Pour les passionnés un peu plus d'applications, de photos, il y en a qui disent que ce qui est impressionnant aujourd'hui grâce à tout ça, c'est qu'on a aussi des outils et ça nous permet aussi d'explorer un peu plus, comment dire, certains talents pour la création de vidéos, pour la création de photos, etc. Et tout ça, il est vrai. Sauf que la réponse à ma question, quand je pose cette question-là, c'est de dire que ce qui est impressionnant dans ce graphique n'est pas dans le graphique. Puisque ce que personnellement je trouve impressionnant, c'est que 15 et 20 ans en arrière, est-ce que on avait cette même utilisation ou ces mêmes chiffres? Je suppose que tout le monde va me dire non. Puisque justement, il y avait aussi l'arrivée quelque part des réseaux sociaux, etc., et des innovations de ce type et des applications. Elle est plus venue vers l'année 2008, 2009, 2010. C'est là où ça s'est démocratisé un peu plus, du moins dans nos pays. Et on a commencé un peu à les utiliser. Donc, 15 ans et 20 ans en arrière, on n'avait pas tout ça. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, parmi vous, peut deviner qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Est-ce qu'on Alors, peut on attend prévoir? les réponses. Oui, Donc, il y a M, vous disent l'IA. oui. Qu'est-ce qui va se passer avec l'IA dans 5 ans? Est-ce que quelqu'un le sait ou peut le prédire? Je laisse peut-être Il y le a temps. Fatimato qui dit automatisation. Oui, effectivement. Il va y avoir de l'automatisation, il va y avoir, avec le développement de l'IA, on parle aussi de robots et la place des robots qui va être, occupée quelque part dans notre qui vont occuper quelque part dans notre, quotidien. Elon Musk, il y a 3 jours en arrière, il avait prédit que d'ici 2050, il y aura autant d'humains que de robots sur Terre. Donc en fait, aujourd'hui, avec toutes ces innovations, avec toutes ces nouvelles technologies, on a tendance à voir et à croire que le contexte dans lequel on évolue et dans lequel évolue une entreprise d'une manière générale est un contexte, ce qu'on appelle un monde VUCA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est un terme qui est emprunté aux militaires quand ils évoluent dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, il y a une innovation qui la suit, qui est plus rapide, qui vient plus rapidement dans le temps et qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour où on a
inventé Internet et le Wi-Fi. Avec l'arrivée des smartphones, aujourd'hui, on voit la prolifération de toutes les applications qui prennent de la place dans notre vie pour nous renseigner sur un chemin à suivre ou pour suivre, par exemple, un régime alimentaire ou pour apprendre une langue, etc. Sur les nouvelles technologies qui arrivent, les prédictions disent que l'espérance de vie d'un être humain d'ici la fin du siècle va être de 190 ans. Quand on parle d'une espérance de vie à 190 ans, ça veut dire que d'ici la fin du siècle, on va vivre de plus en plus longtemps. Ça voudra dire que nos attentes par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à notre façon de percevoir la vie, par rapport au temps d'études et au temps de travail qu'on passe aujourd'hui, tous les modèles classiques qu'on connaît vont devoir changer, vont devoir évoluer. Donc la règle, comme on dit, la seule chose qui est sûre, c'est le changement. Donc de plus en plus qu'on va avancer dans le temps, vu toutes ces innovations qui sont accessibles et qui viennent, enrichir notre existence, il va y avoir des conséquences qu'on peut ou pas prédire selon l'environnement dans lequel nous sommes. Et ça, c'est un point très important que j'évoque parce que souvent, ces nouvelles technologies, comme je l'ai dit, ils impactent les attentes des consommateurs. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre comment une innovation peut changer nos attentes. J'imagine tout le monde a un compte Facebook. Quand Facebook il a commencé à ajouter l'information, le temps de réponse d'une page, toutes les personnes pour prendre contact avec une page, pour par exemple commander un produit ou avoir une information, pour elles, le temps de réponse devient important. On n'a plus la patience d'attendre ou on est plus exigeant sur le temps d'attente de l'entreprise ou de la page qui est en face de nous. Donc, il a fallu juste qu'on rende accessible cette information, que ça devienne systématiquement un point important dans notre jugement. Et ce point important dans notre jugement, qu'il soit sur Internet ou qu'il soit en file d'attente d'un magasin ou bien dans une course qu'on a envie de faire, on n'a plus la patience et ce temps d'attente devient difficile au consommateur de l'accepter puisque pour lui, il est tout à fait normal que l'entreprise qui est en face ou la marque qui est en face ou la personne qui est en face puisse lui répondre dans les meilleurs délais et rapidement. Ça, c'est un petit exemple pour expliquer comment ces petites technologies et ces petites informations et les grosses technologies aussi aujourd'hui impactent nos attentes et notre façon d'aborder les choses. Tout le monde aujourd'hui utilise ChatGPT, tout le monde aujourd'hui utilise l'intelligence artificielle. Il est de plus en plus difficile et il le sera qu'on accepte que quelqu'un, par exemple, nous envoie un email avec des fautes d'orthographe, aussi simple que ça. Puisque de toute façon, il y a une intelligence artificielle qui aurait pu corriger les fautes d'orthographe. Il aurait pu me répondre plus rapidement, puisqu'on sait qu'on peut gagner du temps et en productivité en utilisant une intelligence artificielle. Donc tout ça, ça rentre quelque part dans notre inconscient et ça fait évoluer nos attentes en tant que consommateurs. Et dans ce contexte-là, les études montrent que la majorité des entreprises sous-estiment l'impact des 15 dernières années sur le comportement de leurs clients et l'évolution de leurs attentes. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, nous, en tant que consommateurs, on a besoin et on attend plus de personnalisation quand on nous traite. Quand je dis plus de personnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je suis sur Facebook, quand je suis sur YouTube, quand je suis sur Netflix, le contenu qui est présenté, il est présenté selon mes envies, selon mon comportement, selon ce que j'aime voir ou pas voir. Donc, je m'attends aussi demain face
à une autre marque qu'elle puisse aussi prendre en considération ce que les informations que je lui passe, qu'elle me traite selon mes envies et selon mes exigences. Donc c'est là où on parle de plus de personnalisation, plus de réactivité, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure du temps passé, par exemple, pour avoir une réponse. Plus d'interactivité, puisqu'aujourd'hui, si j'envoie un message, j'attends qu'on me réponde et j'attends à ce qu'on puisse être en interaction et en conversation. Aujourd'hui, on a besoin de plus de services, plus de transparence et plus d'authenticité, puisque toute l'information, elle est accessible. Aujourd'hui, on sait que grâce à l'influence, grâce à comment dire, à ces nouvelles technologies accessibles, à tout moment, une entreprise qui n'est pas sincère dans sa façon de travailler ou dans la présentation de ses services, etc., il suffit que quelqu'un, comment dire, réclame ou quelqu'un qui va relever une information ou un constat qui est différent de ce que la marque, elle revendique, ça va clairement toucher sa réputation. Donc, aujourd'hui, les gens s'attendent ou ils sont exigeants par rapport à comment dire, à l'authenticité et à la véracité des informations qui sont propagées par une marque ou par une entreprise. Donc, un des points sur les choses à prendre en considération, c'est que les attentes des consommateurs aujourd'hui évoluent. Le conseil qu'on donne, c'est qu'il faut être en permanence à l'écoute des consommateurs, que cette évolution, il faut vraiment se remettre en cause en tant qu'entreprise quasiment tous les 6 mois pour être sûr que on n'a pas, comment dire, raté une compréhension des personnes qui sont face à nous, avec lesquelles on est en collaboration, pour garder toujours un échange positif et une collaboration positive. Alors, quand on évolue dans un contexte aussi incertain, avec des changements en permanence, des changements qu'on peut deviner ou ne pas deviner, quelle démarche il faut adopter? Alors, aujourd'hui, une des démarches, ou je dirais presque le mindset qu'il faut avoir, c'est avoir une approche solution. Quand on échange avec des consommateurs ou même des parties prenantes, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de marketing, on parle d'un esprit marketing, on ne parle plus d'une fonction. Donc, on doit tous être câblés d'une manière marketing ou dans une réflexion marketing. L'approche solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je propose quelque chose, je ne propose pas un produit, mais je propose le bénéfice et la solution que je veux, comment dire, en tirer de ce produit-là. Donc, l'exemple le plus, comment dire, parlant, c'est l'exemple de la mèche, pour dire les entreprises qui fabriquent une mèche comment dire, de perceuse, ce qu'elles vendent réellement à leurs clients, c'est le trou dans le mur. Parce que si moi, j'ai pas envie de faire un trou dans le mur, je ne vais pas acheter ce produit-là. Et c'est là l'approche solution. Réellement, quand on est en contact avec une entreprise ou avec une marque, en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on cherche à acheter ou qu'est-ce qu'on cherche à résoudre comme problématique? Et ça, c'est tout un mindset et il est très, très important de se poser cette question. Quelle est la vraie valeur que je propose à mes clients? Est-ce que c'est mon produit ou c'est la solution ou voilà, la solution que le client va atteindre en utilisant mon produit? Est-ce que ça vous semble clair ou j'avance ou ou s'il y a des interactions, n'hésitez pas. D'accord? Donc oui, il vous envoie des pouces pour dire que C'est bon, c'est d'accord. tout est clair. Donc, dans cette approche solution, on va la compléter, puisqu'aujourd'hui, en matière marketing, on va changer complètement de paradigme. Ça veut dire quoi? Avant, dans le marketing,
on va parler des 4 P. Quand je vais créer mon entreprise ou quand je vais travailler sur du marketing, il faut que j'ai un produit, il faut que je parle de la distribution, il faut que je définisse le prix, il faut que je définisse la promotion. Aujourd'hui, dans ce changement, c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changer de mindset, mais aussi de changer complètement de façon de voir les choses et de fondamentaux de réflexion qui sont le paradigme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il ne faut plus penser produit, il faut plutôt penser solution. Donc le client, ce qui importe pour lui, c'est le service rendu par le produit et non pas le produit en tant que tel. Aujourd'hui, à l'ère du digital et à l'ère de la technologie, le plus important, c'est pas où est-ce que je vais trouver mon produit, mais c'est l'accessibilité à mon produit parce que je sais que je peux le trouver par exemple sur des plateformes en ligne. C'est important que je facilite l'accès à mon produit. D'ailleurs, sur cet exemple-là, si vous connaissez un peu le service de trottinette qui est disponible par exemple en France. Quand on récupère une trottinette d'un endroit A à un endroit B, on peut la laisser là où on souhaite la laisser. Il va y avoir une petite puce où pour le propriétaire de ces trottinettes qui sont à la location, il puisse les récupérer. Donc le plus important, il n'y a pas un endroit précis, mais en ouvrant une application, on va savoir exactement quel est où se trouve quelque part la trottinette ou le vélo le plus proche de chez moi. Donc finalement, ce qui importe, c'est pas le circuit de distribution, mais l'accessibilité et travailler sur des modalités d'accessibilité variées et qui facilitent la vie au client ou au consommateur final. Il y a un point qui est très important, c'est le prix. On ne parle plus de prix, ou du moins pas trop de prix, mais on parle de valeur. Le client aujourd'hui, il est davantage concerné par la valeur apportée par le produit ou le service et secondairement par le prix. Google présente une statistique qui montre que sur les 15 dernières années, il y a eu une baisse de recherche sur le mot pas cher et une augmentation de recherche sur le mot le meilleur. Donc, on ne cherche plus le prix le plus bas, mais on cherche le meilleur produit qui existe. Et souvent, quand je fais ce genre de présentation, j'ai des réactions du genre: «Oui, mais les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens, c'est important qu'on soit sur des prix bas pour pouvoir vendre». Sachez qu'aujourd'hui, un client, souvent on le dit dans les formations commerciales, un client qui négocie le prix, c'est un client qui n'est pas convaincu de la valeur de la solution qu'on lui propose. Et ça, je pose cette idée-là comme ça, mais c'est vraiment à réfléchir si demain vous lancez justement vos projets, vos produits, vos entreprises, étudier et chercher à trouver le bon pricing avec l'argumentaire qui va avec, c'est un exercice qui est beaucoup plus intéressant que de chercher à avoir les prix les plus abordables ou croire que ayant des prix bas, ça peut faciliter les choses. Et le dernier point, c'est l'éducation plutôt que la promotion. Aujourd'hui, les clients, ils sont plus concernés par les informations pour valider leur intérêt et se familiariser avec l'offre qu'on propose ou la solution qu'on propose avant de décider d'acheter. Je vais vous donner des exemples en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui vont vous proposer 15 jours d'utilisation gratuite d'une application avant de passer à la formule payante. Ou par exemple, ils vont aussi proposer une formule gratuite qu'on appelle les freemium pendant tout un moment pour vous encourager ensuite, si vous voulez aller plus loin, de passer vers la version payante. Pourquoi on a mis en place ce genre oui, ce genre d'option? C'est parce que quand vous testez le produit, quand vous validez qu'il est utile pour vous, c'est beaucoup plus simple de décider l'achat. Je prends toujours aussi l'exemple, on est nombreux sur des zones géographiques différentes, mais on connaît tous le téléachat, par exemple.
quand on regarde à la télé ou bien dans les foires avant, en tout cas en Tunisie, on avait ça, il y avait toujours le stand de la personne qui a un peu le matériel, le couteau qui coupe super bien ou l'appareil qui va faire la salade très très rapidement et il fait l'exercice devant les gens pour leur montrer comment ça marche. Et généralement, ça impacte les ventes et les gens, ils sont très contents de constater ce qu'il fait et ça facilite les ventes. Ça, c'est la même chose. Quand on explique aux gens le produit, la solution, le pourquoi, si on fait des mini présentations de formation, ça rapproche le produit et ça facilite la vente, ce qui renforce la valeur, ce qui fait qu'on peut vendre à des prix intéressants sans être obligé de faire de la promotion. Et cette partie-là, moi qui viens du monde du digital, elle est très importante parce que c'est ce qui va faire toute la stratégie de création de contenu demain sur les réseaux sociaux, sur le site web, etc., etc. Donc vraiment, c'est ce paradigme-là. Si on arrive justement à l'intégrer et à le comprendre, ça facilite énormément notre approche du marché, les décisions qu'on va prendre et le pourquoi de comment dire, accorder plus d'importance à certains points dans la démarche plutôt qu'à d'autres. Donc typiquement là, les 2 points sur lesquels je veux insister, c'est avoir cette solution, approche solution et cette approche éducation qui va valoriser à la fin le produit. Alors, le troisième point, donc je vous ai parlé un peu de ce mindset qu'il faut avoir, qui est l'approche solution. Je vous ai parlé qu'on est dans un monde qui change en permanence parce que notre attente change, l'attente de nos clients, elle change, l'attente de nos parties prenantes, elle change. Donc c'est important qu'on soit à l'écoute. C'est pour ça qu'on ne parle plus de cible, aussi on parle de persona. Dans une démarche, quand on a envie aujourd'hui de créer son entreprise ou de proposer quelque chose au marché, c'est très important de savoir à qui on s'adresse. Définir le profil de notre client idéal, c'est un point, c'est un facteur clé de succès. Pourquoi? Parce que dans le digital, comment dire, plutôt à l'ère du digital, les entreprises se retrouvent dans une situation où ils doivent prendre la parole en premier pour engager et attirer des clients. Dans cette configuration, si je ne sais pas à qui je parle, qu'est-ce qui l'intéresse d'entendre, comment je vais attirer l'attention de la personne qui est en face de moi, je risque de trop parler, de faire beaucoup d'efforts et de ne pas avoir le résultat que je cherche en contrepartie. Donc, quand je définis clairement à qui je veux m'adresser, c'est un exercice qui peut être fait, je vous donnerai un peu les astuces tout à l'heure comment on peut le faire, va nous permettre d'optimiser et de garantir que l'effort qu'on va faire va aboutir au bon endroit. Et pour donner un exemple là-dessus, c'est comme si quand on va dans des, comment dire, des after-work de réseautage et qu'on va se rendre compte que il y a beaucoup de personnes à qui on voudrait rentrer en contact. Donc, si je ne sais pas qu'est-ce que je dois amener comme information, comment je dois engager la discussion, ça va être compliqué. Et si moi, je ne fais pas l'effort d'aller chercher les autres, ils vont pas forcément peut-être remarquer ma présence. Donc, quand on est dans un cadre d'entreprise, quand on est dans une réflexion marketing, ben, il faut que j'aille chercher mon client, il faut que j'aille engager cette conversation. Et définir le profil de mon client est un facteur clé de succès. Comment je peux le définir? Il y a une petite méthode qui est très utile, qu'on appelle les jobs to be done. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois savoir quelles sont les motivations de mon client, de quoi il a besoin. Toute la réflexion autour des problématiques que moi je voudrais résoudre pour ce personnage-là. Techniquement, l'acte d'achat ou la décision d'achat, elle est motivée par 2 options. La première, c'est que ou je cherche à améliorer, comment dire, à aller chercher plus de plaisir, ou je vais décider d'acheter pour fuir un risque ou sortir d'une peine. C'est pour ça que là, on va certainement, comment dire,
trouver les motivations d'achat de notre persona. Donc, quels sont les gains qu'il a envie d'aller chercher, ou bien quels sont les risques et les peines qu'il veut fuir. En contrepartie, quand on a cette réflexion-là, on va compléter cette image. On va savoir comment nous, en tant qu'entreprise, ou bien nous, en tant que partie prenante, on va aider cette personne à aller chercher le gain qu'il cherche, lui apporter la solution qui va lui faciliter la vie, ou bien qu'est-ce qu'on va lui apporter comme solution pour qu'il diminue les risques de la situation dans laquelle il est. Donc, à partir du moment où je vais savoir comment moi je vais contribuer à aider mon consommateur dans sa quête d'achat, je vais définir quelle est ma proposition de valeur et valider que le produit ou le service que je veux rendre va lui être utile et j'augmente mes chances de pouvoir le conquérir. Donc là, on est dans ce processus d'échange dans la décision d'achat. Sauf qu'une décision d'achat telle qu'on nous a toujours expliqué, c'est que elle est en entonnoir. On va découvrir qu'on a un besoin, on va chercher des solutions possibles. Ensuite, on va considérer ces solutions et choisir celle qui nous convient pour l'acheter à la fin. Sauf que dans la vraie réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on va être plutôt en mode, on ne sait pas trop comment nos clients, pourquoi ils achètent de chez nous. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que certaines notions ont beaucoup évolué et aujourd'hui, dans la décision d'achat, on appelle, comment dire, cette expérience-là le missing middle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on a un besoin qui se déclenche, on va être en permanence dans une zone d'exploration, évaluation, exploration, évaluation. Et à un certain moment, ce qui va nous décider à acheter, c'est l'expérience. Et ça, c'est un point très, très important. Les études montrent aujourd'hui que on est capable d'acheter un produit plus cher, de moindre qualité, parce qu'on a eu une bonne expérience avec la marque ou avec l'entreprise avec laquelle nous avons été en contact. Souvent parce que c'est le commercial qui a fait beaucoup d'efforts pour satisfaire notre besoin, souvent parce que la personne elle a été bien accueillie, parce qu'on a veillé vraiment à lui apporter toutes les informations, que la personne s'est sentie à l'aise et que sa demande est bien prise en charge. Alors que sur une autre entreprise, même le produit, il est excellent. Souvent, on ne va pas acheter si on a été mal accueilli, si on nous a pas répondu rapidement, etc., etc. Et j'insiste aussi sur cette partie où il y a l'exploration et l'évaluation, parce que à tout moment, quand je suis en phase, par exemple, j'ai envie d'acheter une voiture, je vais par exemple avoir en tête 2-3 marques, mais un jour en discutant avec un ami, il va me parler d'une autre marque. Donc du coup, je vais la faire rentrer dans mes considérations. Et encore une fois, jusqu'à ce que, en faisant, le processus en fait et en cherchant l'information, je vais choisir un produit plutôt que l'autre, encore une fois, sur cette phase qui est l'expérience. Et l'expérience, elle est impactée par le volume de personnalisation qu'on va mettre dans notre produit ou service. Elle va être impactée par le niveau de transparence, par le niveau de réactivité, par tous les points qu'on a vus tout à l'heure qui impactent aujourd'hui ou qui sont importants dans l'attente du consommateur. OK. Le dernier point, même si il n'y a pas forcément un cheminement dans ces différents points, mais que c'est important de les considérer comme, comment dire, comme un repère de réflexion, c'est la marque. Souvent, quand on a un produit, on a envie de le vendre, on va être dans une logique où on va parler du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est très important de faire connaître la marque. Pourquoi vous existez en tant qu'entreprise? Quelle est votre proposition de valeur? Quelles sont vos valeurs? Pardon. Quelles sont vos valeurs? Comment vous réfléchissez? Quelle est la vie en fait de l'entreprise? Et à la limite, même quand on débute, on parle même de marque personnelle. Qui êtes-vous? Pourquoi j'achèterai de chez vous?
Et dans le B2B, parce que souvent c'est là où on fait moins d'efforts de communication et de marketing, souvent ce qui est conseillé, c'est au moins d'avoir 50% ou 46% en fait de son investissement et de ses efforts qui doivent être portés sur la marque, ensuite sur les efforts de vente. Donc ça, c'est un point que souvent on a tendance à négliger, mais qui est très très important. Donc pour résumer un peu toute cette partie-là, c'est que aujourd'hui, à l'ère du digital, l'évolution de notre besoin consommateur, il est en permanence. En fait, il évolue en permanence. Il faut être à l'écoute. Pour être à l'écoute, il faut vraiment que je sache qui est mon client idéal et que je puisse faire un effort d'écoute et d'observation de ses besoins, de ses attentes, comment ça évolue. Il faut que je sois vigilant sur les nouvelles technologies et les innovations en fait qui sortent et dans quelle mesure ils peuvent impacter l'attente de mon consommateur et impacter ma proposition de valeur. C'est pour ça que travailler sur le branding, sur comment dire, mon approche solution, ma proposition de valeur doit être comment dire, un exercice où je me challenge en permanence. J'ai voulu, comme je l'ai dit au début de la présentation, relever ces points-là parce que c'est des points qui sont, comment dire, qui sont impactants sur notre mindset et sur l'approche qu'on doit avoir pour réussir aujourd'hui dans un monde en permanence, en changement permanent plutôt. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? J'espère qu'elle n'a pas été très longue. Mais pour moi, elle est essentielle. Si vraiment vous arrivez à saisir, et j'espère que j'ai bien fait passer l'information, l'importance de chacun de ces points-là, ça va vous aider en fait à conceptualiser toute l'approche que vous souhaitez développer dans vos projets futurs. Est-ce qu'il y Pour aurait l'instant, des pas de questions? questions, Madame Transny, donc Super, d'accord, on très peut bien. continuer. Ou des feedbacks, hein? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux savoir? Alors, ayant eu les ingrédients quelque part, comme je vous ai dit, de ce qui impacte le monde d'aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus pragmatique, c'est important d'établir une stratégie et un plan marketing. Et là aussi, j'ai essayé de synthétiser ça en quelques points, enfin 6 étapes qu'on peut suivre pour établir son plan marketing. Et ce qui est bien, c'est que dans chacune des étapes, il y a des outils. Il faut vraiment faire l'exercice. Par moments, ça nous semble un peu difficile ou compliqué. On voit pas forcément l'intérêt de le faire, mais c'est un exercice très pertinent pour structurer la démarche de chaque personne qui a envie de comment dire, de faire aboutir un projet ou une entreprise. Alors, les 6 étapes rapidement, c'est l'analyse du marché et le diagnostic de ce que nous voulons apporter. Il faut déterminer ses objectifs, identifier la clientèle cible, le positionnement et l'offre, l'élaboration du plan marketing dans le sens d'une feuille de route et d'actions qui sont planifiées dans le temps, et surtout établir un budget. On va passer rapidement les étapes. Alors, quand on dit analyse du marché et diagnostic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller collecter toutes les informations nécessaires et utiles sur le marché que j'ai envie d'aborder. Donc, pour ça, il y a des méthodologies que j'ai essayé d'élaborer ici, enfin de mettre ici comme l'analyse Pestel ou les 5 forces de porteur. On parle aussi d'analyse SWOT. Toutes ces méthodologies, vous pouvez vous approfondir dès que vous cherchez un peu sur internet, vous approfondir sur ces systèmes-là. L'idée, c'est de savoir quel est l'environnement politique dans lequel je dois évoluer, économique, socio-culturel. On arrive même au cadre légal dans le pays que je souhaite me développer ou dans le secteur
sur lequel je souhaite me développer, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'environnement externe qui peut impacter des choix que je peux faire. Il faut aussi aller analyser la concurrence. Dans l'analyse de la concurrence, il y a deux types de concurrents. Il y a ce qu'on appelle la concurrence directe, les personnes qui font exactement la même chose que moi, mais il faut aussi chercher les produits ou les concurrents qui produisent des solutions ou des produits de substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à leurs produits, ils arrivent à résoudre les mêmes problématiques chez mon client. Ça, c'est très important car quand on est sur une démarche innovante, généralement, souvent, on n'a pas de concurrence. On se dit que nous, au contraire, on va chercher à apporter une solution sur le marché, une nouvelle solution sur le marché. Sauf qu'elle va certainement résoudre une problématique et il faut veiller à ce que cette problématique n'est pas en train aujourd'hui d'être traitée par d'autres intervenants. Donc, c'est là où aller voir qui peuvent nous concurrencer chez notre client cible. C'est important de faire cette analyse, de chercher les informations, les arguments, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'identifient, comment ils se positionnent, car tout ça, ça alimente et ça enrichit notre démarche en tant que chef d'entreprise ou en tant que marketeur dans l'entreprise. Donc, il faut aller aussi voir les tendances du marché et, en plus de ça, se dire, moi, dans ma démarche, qu'est-ce qui représente mes forces et qu'est-ce qui représente mes faiblesses? Dans un contexte en particulier, si je suis dans un produit innovant, peut-être les clients ne connaissent pas, par exemple, la technologie que j'utilise. Donc ça, c'est une information marché que je peux prendre en considération. Par contre, la force dont je dispose, c'est que je suis capable de simplifier, de proposer à mes clients, par exemple, de tester un produit, chose qui va me donner un point supplémentaire ou une force qui va me permettre de profiter d'une opportunité sur le marché. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer et de prédire un peu les actions que je vais pouvoir mettre en place selon mes forces et mes faiblesses. La deuxième étape du plan marketing, c'est de déterminer les objectifs. D'abord, une chose qui est très importante, on ne peut pas parler de stratégie si on n'a pas un point de départ et un point d'arrivée. Parce que la stratégie, c'est ce qui va me permettre de construire un peu toutes les actions que je dois faire pour évoluer d'un point A à un point B. Donc, je ne peux pas, encore une fois, établir une stratégie si je ne sais pas où est-ce que je veux arriver. Et c'est ce qu'on veut dire par déterminer les objectifs. Certainement, vous l'avez entendu souvent, on dit il faut avoir des objectifs SMART. Les objectifs SMART, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. Mais sans se compliquer trop la vie, encore une fois, une chose qui est très importante, c'est pour chaque objectif, il faudrait que j'arrive à le définir en chiffres et à le définir en phrases simples et compréhensibles. Ça, c'est la première étape et le premier exercice que je veux faire. Si mon objectif, c'est d'augmenter un chiffre d'affaires, on parle de combien? Si c'est l'accroissement de la notoriété, la réflexion va être qu'est-ce que moi je veux dire par notoriété et quel est l'indicateur qui va me permettre de l'évaluer aujourd'hui et d'évaluer sa progression demain. Donc c'est vraiment cette réflexion de simplification et de vouloir donner des chiffres clairs qui vont aider à déterminer des objectifs SMART. Donc, la première étape, j'ai compris l'environnement dans lequel je veux évoluer. Je me suis aussi évaluée et diagnostiquée par rapport à cet environnement-là. J'ai identifié les objectifs que je veux atteindre. La troisième étape serait d'identifier quelle est la cible que je veux atteindre. On en a parlé tout à l'heure par rapport au persona. Là où je dois savoir exactement qui il est, quelles sont ses attentes, quel endroit il fréquente,
quelles sont ses habitudes de consommation d'un certain produit, ses préférences, etc., etc. Donc, j'ai établi son profil. La deuxième étape serait de savoir ce persona idéal, qu'est-ce qu'il représente sur le marché. Et ça, on parle de segment de marché. Ça veut dire, est-ce que ce persona-là ou cette cible-là, elle représente un volume important sur le marché qui me permet en fait de générer et d'atteindre quelque part le chiffre d'affaires que je souhaite avoir. Si mon persona, ça représente 10 personnes sur le marché, je sais que c'est impossible pour moi de créer un business pour satisfaire 10 personnes. Donc, il faudrait que j'ai un segment de clientèle qui va représenter une part de marché intéressante qui va me permettre de me développer. Donc ça, c'est l'identification du profil et du segment qui va me canaliser et canaliser mes efforts par rapport à une potentialité qui est, comment dire, une potentialité lucrative et intéressante sur laquelle je peux adresser mes solutions et mes offres. Donc, je connais ma clientèle, je connais mon environnement, je connais mes objectifs. Qu'est-ce qui me reste? Ce qui me reste, c'est de définir quel est mon positionnement et l'offre avec laquelle je veux m'adresser. Tout à l'heure, la réflexion qu'on s'est dite, c'est qu'en observant mon persona, je peux, selon la réflexion, selon les évolutions, proposer une offre ou un service qui soit complet. Ce service et cette offre qui est complète, elle doit répondre à un point très important, c'est qu'elle doit être différenciée par rapport à mes concurrents pour que les gens trouvent en moi un intérêt et comment dire, et décident d'acheter de chez moi plutôt que d'acheter de chez mes concurrents. Et c'est là où l'exercice du positionnement, il est important. J'ai souhaité vous faire un petit graphique ici pour expliquer, par exemple, cette notion de positionnement qui est généralement présentée avec deux axes. Deux axes. Typiquement là, dans cet exemple, c'est la qualité, puisque dans le service que je propose, la qualité, par exemple, est un axe important, et le prix, si c'est un axe important. Sinon, selon votre activité, selon votre projet, selon votre analyse, vous pouvez définir les axes qui sont pour vous importants et selon lesquels vous allez positionner vos concurrents et vous positionner vous-même. Donc si là, je prends par exemple ce graphique-là, Lindt, qui est une marque de chocolat, elle se positionne moyennement sur une haute qualité et sur un prix qui est assez cher, ce qui n'est pas du tout le positionnement de Mars. Mars, c'est la qualité, donc on a plutôt un bon goût, une bonne qualité de produit, mais sur des prix plus intéressants ou des prix pas chers, etc., etc. Donc ça permet de savoir quelle est quelque part la proposition de valeur ou la promesse de chaque marque. L'exercice à faire dans un second temps, c'est de dire où est-ce que moi je me retrouve par rapport à mes concurrents? Est-ce que moi je propose plus de qualité ou moins de qualité à des prix plus intéressants ou pas intéressants? Et on peut même décider d'avoir comme objectif de changer de positionnement quand on a une entreprise qui a aussi fait un certain nombre d'années, qui veut se positionner ou qui veut travailler sur un objectif plus ambitieux. C'est pour ça que là, tout à l'heure, on a dit c'est important de définir ses objectifs et changer de positionnement peut être un des objectifs marketing sur lequel on travaille. Donc là, définir son positionnement, c'est quelque part savoir quels sont les ingrédients importants qui vont composer mon offre, qui vont composer ma solution et qui vont être facilement identifiables par le marché et me différencier facilement par rapport à mes concurrents. Donc ça, c'est une étape importante du plan marketing, puisque finalement, j'ai réussi à comment dire, à identifier mes concurrents, comprendre mon positionnement, identifier mes objectifs, savoir quelle est ma proposition de valeur et finalement arriver ici avec l'offre, comme on l'a vu tout à l'heure, quelle est la solution que j'apporte, l'accessibilité, les valeurs,
l'éducation, donc en fait les canaux de communication que je vais utiliser et qui vont permettre quelque part de commencer à visualiser en fait toute mon approche sur le marché. J'ai juste ajouté un point important ici qu'on appelle le Customer Journey Mapping. C'est important, une fois que vous avez fait l'exercice à ce niveau-là, arrivé à la 4e étape, c'est de vous mettre à la place de votre consommateur et de vous dire, moi, aujourd'hui, je vais décider d'acheter mon produit, par quelle expérience je vais passer et qu'est-ce que je vais vivre avec ma marque qui va convaincre ou pas mes clients d'acheter. Donc ça aussi, simuler, tout le raisonnement qu'on a fait, toutes les décisions qu'on a prises, parce qu'on veut attaquer ou aborder un marché, c'est aussi faire cet exercice soi-même et de vivre l'expérience qu'on veut donner à notre cible. Et j'insiste sur ce point-là parce que tout à l'heure, dans la décision d'achat, je vous ai expliqué que l'expérience finalement que le prospect ou la cible va vivre avec nous va être déterminante pour qu'il décide d'acheter mon produit ou pas. OK? Donc arrivé ensuite, on a fait tous ces exercices-là, il faudrait maintenant qu'on s'organise en plan marketing, donc définir les différentes actions que je vais faire, les objectifs en termes de timing, donc les jalons, les équipes qui vont travailler sur l'exécution en fait de son plan-là, qui va me permettre d'avoir une feuille de route claire et exécutable. Il est très important de transformer toute la réflexion qui a été faite dans les 4 premières étapes en un plan concret à mettre en place. Et ce plan-là, au final, va me permettre d'arriver à la 6e étape et non plus à la 7e, qui est la définition du budget. Pourquoi la définition du budget elle est importante? Parce que le budget marketing contribue à la rentabilité globale du projet. Donc l'idée, c'est pas de se dire, ben, moi j'ai décidé de faire 1, 2, 3, 4, ça va me coûter tant. Oui, ça va coûter tant, mais est-ce que c'est rentable? Donc ça va être quelque part une réflexion. La réflexion du budget va me permettre d'ajuster toute la réflexion que j'ai faite dans les 5 premières étapes. Et ça va me permettre aussi de définir les priorités, de savoir quelle est l'étape la plus prioritaire, quelle action mettre, à quel coût exactement. Généralement, dans le budget, il y a des entreprises qui vont définir des budgets prévisionnels où ils savent que le budget marketing ne doit pas, par exemple, dépasser 10% de leur chiffre d'affaires ou ne doit pas dépasser, par exemple, 12% de leur chiffre d'affaires. C'est ce montant-là, confronté à toute la réflexion et au plan marketing, qui va permettre de faire des ajustements et de partir sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'une fois on a fait tout ce travail-là, reste la mise en œuvre et le suivi. Et quand on a fait le travail correctement avec des objectifs SMART, chiffrés, un plan d'action où on sait qui va faire quoi, pour quelles raisons, donc pour atteindre quel objectif, tout d'une manière périodique, une fois que je passe à la mise en place, ça va me permettre de savoir si je suis sur le bon chemin ou pas et de réajuster ma réflexion d'une manière quasi scientifique. Et c'est ce qui va vous amener en fait à un cadrage et des chances de faire aboutir vos projets et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc ça, c'est la partie plan marketing. Est-ce que vous avez un feedback à partager avec moi, des questions? Donc, n'hésitez pas à mettre vos retours par rapport à ce qui a été discuté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une partie qui n'est pas claire avant de clôturer cette session? Il stresse en fait, il y a la sélection à mi-parcours après Madame Hosni, donc je pense qu'il stresse pour cette partie. Alors, il me reste 5 minutes, mais je vais faire un petit exercice rapide
sur la Oui, partie comment maîtriser sa communication. Pourquoi j'ai voulu ajouter cette partie-là? Parce qu'encore une fois, souvent, on confond entre marketing, tout le travail de réflexion à faire entre le matching de ce qu'on veut apporter sur le marché et puis comment le client il le perçoit. Et puis toute cette partie de création de contenu, les réseaux sociaux, la communication, etc., qui sont en fait la communication, c'est la partie opérationnelle de toute la réflexion marketing. Et de notre temps et à l'ère du digital, la communication tourne beaucoup autour du contenu, puisque aujourd'hui, même si on est sur un business classique, la règle, on va dire, c'est que 60% de l'effort de communication qu'on doit faire doit être fait sur le digital, même si on n'est pas sur une, comment dire, sur une activité 100% digitale. Donc, ce qu'il faut retenir, parce que vraiment, c'est une présentation qui veut plus attirer l'attention pour aller chercher plus après, beaucoup plus que complète. Malheureusement, 1 heure, ça passe vite. Dans le contenu, il y a 2 types de contenu. Il y a un contenu standard qui va nous permettre d'avoir de la visibilité et des contenus premium qui vont nous permettre de créer des contacts et d'attirer les personnes qui nous intéressent le plus. Donc, il faut toujours être vigilant sur ces 2 types de création de contenu. Les contenus qui vont, comment dire, faciliter la visibilité, ça va être les micro-contenus, ceux qui vont amener des informations très spécifiques, d'une manière très ludique. Les contenus qui vont tourner autour du personal branding. Aujourd'hui, on le sait sur les, les statistiques, par exemple sur LinkedIn, etc. Dans le business, on va être humain versus humain. C'est pas, on travaille pas avec une entreprise, on travaille avec des humains dans l'entreprise. Donc aussi tout ce contenu-là, il est très important. Il faut travailler à le développer et à le présenter parce que ça crée la confiance quand on lance son business. Il y a aussi le contenu créé par les utilisateurs. Il faut savoir comment le faire, comment le structurer pour donner l'occasion à d'autres personnes pour parler de ce qu'on fait. Et ça amène beaucoup de crédibilité. Il y a beaucoup de techniques qui sont à ce niveau-là. Et prendre la parole. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une bonne partie de la communication ou du marketing ou de la réflexion autour du branding. Prendre la parole, c'est la meilleure façon de revendiquer, d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et la valeur de la marque qu'on lance. Et là, le podcast, c'est un des meilleurs contenus qu'on peut proposer à notre marché ou à notre audience pour faire connaissance avec ce qu'on propose. Le contenu, pour attirer en fait l'attention sur internet, on dispose de 8 secondes. C'est très peu. Alors qu'on travaille beaucoup sur la communication en ligne. Donc le conseil que je voudrais donner, c'est être précis et pertinent. On va faire un exercice très simple. Ça, c'est un titre, le 2e titre et le 3e titre. C'est le cheminement, en fait, c'est les exemples que je voulais montrer par rapport au fait de se positionner de l'extérieur et lire ce qu'on fait, ça ne donne pas la même, par exemple, information pour l'utilisateur. Il faut vraiment essayer d'être le plus précis, de se positionner à la place de celui qui reçoit l'information, parce qu'elle n'est pas autant claire que quand elle est dans notre tête. Donc souvent, les gens, ils vont peut-être écrire titre 1, titre 2, mais ce qui est le plus intéressant pour l'internaute, c'est le titre 3, où ça lui donne une image complète de ce qu'il va découvrir. Le 2e exercice, et pour moi, c'est vraiment, si on retient ça, on a tout retenu, on rentre sur des sites web et souvent où on fait des présentations et ça ressemble plus à ça. Sauf que là, si je vous laisse 8 secondes, ça ne sera pas suffisant pour que vous ayez toutes les informations pour décider s'il faut cliquer ou pas. Par contre, présenter ce type de contenu avec un titre, des sous-titres, des points, etc. En scannant ce contenu-là, vous allez ressortir avec beaucoup plus d'informations en très peu de temps et engager les personnes que vous souhaitez attirer. Ensuite, en termes de contenu, il y a des formules qui marchent, surtout si vous êtes confronté aux réseaux sociaux. Il ne faut pas se compliquer la vie, il y a des formulations, il y a des façons de présenter les informations qu'il faut utiliser. Il ne faut pas aller trop se compliquer la vie ou faire des introductions trop longues. Les internautes aujourd'hui n'ont pas le temps pour ça
et ils vont valider et comment dire, s'accrocher à ce qui va leur parler le plus. Donc là, je vous ai proposé certaines formulations ou début de phrase qu'une fois on a construit son contenu autour de ça, on a plus de chances d'attirer l'attention de ce qui nous intéresse. Et à la fin, je vous ai mis un peu la recette. Je vais rapidement la recette de la communication qui réussisse. Et j'espère qu'en ayant ce document, vous allez pouvoir vous approfondir et que ça va être utile pour vos recherches et pour structurer votre réflexion en matière de marketing et de communication. J'ai dépassé de 2 minutes, mais j'espère que ça a été bon. Oui, il vous remercie. S'il y a une petite question de Abdallah, donc pour clôturer cette Oui. session, donc il vous dit quels conseils donnez-vous pour définir les objectifs marketing qui soient à la fois réalistes et ambitieux? Alors, le conseil que je donne, c'est d'établir des objectifs selon en ayant une réflexion sur ses propres capacités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réflexion double entre les ambitions, donc c'est important d'écrire ses ambitions, mais ensuite, d'une manière très pragmatique, évaluer ses capacités. Je dis n'importe quoi. Si moi, mon ambition, par exemple, c'est d'écrire un livre et que je ne peux pas écrire plus que deux lignes par jour. Et mon livre, il doit contenir 1000 lignes, par exemple. Je sais qu'il me faudra 1000 sur 2, 500 jours pour l'écrire. Si les 500 jours sont suffisants pour moi et que je puisse les assumer, c'est OK. Si c'est pas bon, il faudrait que je revoie mes ambitions selon mes capacités ou selon le support que je peux avoir. Donc il faut pas s'empêcher de rêver, de mettre des ambitions, mais ensuite être vraiment réaliste dans l'évaluation de ses capacités pour y arriver. Et donc ça va être un exercice aller-retour jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre qui donne confiance à la faisabilité et à la, comment dire, la concrétisation de cet objectif-là. Et c'est pour ça que quand on dit smart, c'est vraiment, il y a le truc réaliste qui revient un peu dans la définition des objectifs. J'espère que ça répond à la question. Dans le marketing, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de comparaisons et de benchmarking. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se challenger en permanence par rapport aux informations qu'on peut trouver et par rapport aussi à ses envies et à ses ambitions. Merci pour votre explication, Madame Hasni, et merci pour votre disponibilité aujourd'hui. Donc, j'espère que c'était bénéfique pour les doctorants. J'espère aussi. Donc, on se revoit très bientôt, Madame Hasni. Donc, bonne fin de Merci pour votre journée. confiance et à très bientôt. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Merci. Donc, on va arrêter le live sur nos réseaux sociaux pour passer à la formation suivante avec Hichem Radouane. Donc, pour la thématique stratégie de financement d'une spin-off. Salut Hichem, tu es sur scène.